est-ce qu'il est actuellement minuit? Je travaille demain et je dois me réveiller dans moins de 7 heures et je décide de commencer un nouveau vlog. Oui, tout à fait. Vous pardonnerez cette tête et ces cheveux qui ne sont pas lissés, mais je devrais avoir une meilleure tête demain, puisque on va essayer de faire quelque chose de ce visage. Mais j'étais en train de regarder une vidéo et ça m'a fait penser à tout ce que vous avez raté et tout le petit update que je dois faire pour le vlog. Donc on va commencer par ça avant de parler lecture, puisque j'ai commencé un nouveau livre. Oui, je sais, je suis en train de m'éparpiller comme jamais, mais j'avais besoin de non-fiction. J'ai regardé beaucoup de choses par rapport à ça, donc voilà. Déjà, d'un point de vue K-drama, j'ai fini The Manipulated, que j'ai bien aimé. Alors, ça reste violent. Et j'ai beau vous dire, ouais, j'adore les thrillers, j'adore les dramas qui parlent de faits de société et qui... Oh, là, vraiment, on voit le côté manipulation. C'est dans le titre. Hein. Mais on voit un homme, et ça m'a fait penser, pour cet aspect-là, à Itaewon Class, cet homme qui ne demande rien à personne et qui se retrouve au milieu d'une machination, un truc énorme en fait. Il est envoyé en prison, il ne va pas cesser de clamer son innocence et on voit ô combien quand on a de l'argent, notamment en Corée, on est au-dessus du système et j'adore ce genre de choses qui dénoncent ce système et la fin pourrait laisser présager une saison 2. Au fond de moi, j'espère qu'il n'y en aura pas. Et si jamais il doit y en avoir une, j'espère que ce sera avec d'autres acteurs, puisque j'ai beau adorer Ji Chang-wook de tout mon cœur, en sachant que c'est mon acteur préféré, je crois. J'adore Park Bo-gum, mais en fait, il a joué beaucoup moins de palettes en termes d'acting que Ji Chang-wook. Voilà. Mais il était excellent dedans, sauf que s'ils veulent faire une suite, il faudrait pas que ce soit lui qui ait le premier rôle, et ça appelle pas forcément à une suite, et j'aime le côté de... On dénonce, il se passe ça, et ça laisse présager une suite. Mais on n'est pas... Enfin, c'est une femme ouverte, quoi. Et les thrillers sont réputés pour ça, donc voilà. Et j'ai aussi terminé Dear X. Et je ne sais pas quoi penser de ce drama, parce que encore aujourd'hui, je ne sais pas comment le qualifier, dans le sens où on est sur une... de base, une enfant, qui vient d'un milieu social pauvre, qui vit des atrocités, puisque dès le premier épisode, on voit que sa mère meurt sous les coups de son père, son père qui va continuer de harceler sa fille, et elle, toute sa vie, ça va être des rencontres foireuses, et elle va finir par manipuler les gens. Dedans, ils disent qu'elle a un trouble de la personnalité antisociale. Moi, je pensais plutôt à de la sociopathie, mais voilà. Et elle va continuer de manipuler des hommes pour en fait s'élever socialement et quitter ce milieu social en fait. Et je n'ai pas forcément aimé le début parce qu'il fallait rentrer dedans et je savais pas trop où on allait. Le milieu, je l'ai adoré, et la fin, j'étais en mode... Je sais pas ce qu'il est censé dénoncer, ce drama, mais pour autant, il était très bien fait, extrêmement, extrêmement bien joué, et je vous le recommande par rapport à ça, parce que vraiment, cette actrice, je me souviens jamais son nom, je vous mettrai son image à l'écran. Elle est tellement, tellement, tellement talentueuse. Je l'ai vue dans plein de rôles, mais dans ce rôle-là de sociopathe, là, jamais. Et elle a excellé. Elle était vraiment excellente. Et je crois qu'elle a été primée d'ailleurs pour ça au AAA. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut revenir sur la cérémonie parce qu'il y avait Monsta X et que Stray Kids et Sriracha ont gagné, et que je crois même Unaipen a gagné, et même 80's, vraiment la remise de prix de 80's, c'était quelque chose. Bref, c'était le petit point K-pop, mais vraiment j'étais trop contente et joie, et il y a un petit peu trop 80's dans ma vie en ce moment, et je refuse. San est le seul membre qui j'accepte d'accéder à mon cœur. Et Woo-young aussi, puisque de toute façon je les ai connus ensemble. Mais bref, j'ai aussi continué Dynamite Kiss, qui je trouve se dégrade de plus en plus. J'ai adoré les 2 premiers épisodes, vraiment j'ai ri, j'ai pleuré, c'était incroyable, ça nous laissait présager un truc exceptionnel. Et là, d'épisode en épisode, je suis déçue, et pour autant, je peux pas m'arrêter de regarder parce que j'aime beaucoup le casting, et j'ai espoir que ça se bonifie en fait, alors que non, ça ne va pas se bonifier. Mais ça reste sympa, ça reste une comédie romantique. J'avais espoir que ça fasse un peu en mode She Was Pretty ou If I Found My Way, ce genre de drama que j'ai adoré, en fait qui m'a fait rire sur le coup, mais que je peux regarder encore et encore sans jamais m'en lasser. Genre She Was Pretty, j'ai dû le voir 10-12 fois. Tellement je l'ai regardé encore et encore. C'est Species Partner, mais de toute façon celui-là c'est l'un de mes préférés, mais voilà, je pensais que ça allait avoir cette vibe là, et pas du tout, et je suis déçue par rapport à ça.
J'avais oublié de vous dire aussi dans le précédent vlog, ouais vraiment je vais vous enchaîner les trucs parce que j'ai regardé plein de choses et que je trouvais ça important de commencer par ça. Je ne sais pas si c'est véritablement important et pertinent, surtout un avis aussi sommaire, mais quand je regarde des trucs et que j'aime ça, bah, j'ai envie de vous le partager. J'ai regardé la première partie de Stranger Things et autant j'étais très mitigée sur le premier épisode, j'étais en mode oh là là, je me souviens même plus de ce qui se passe parce qu'il se passe trop de dingueries. Et là on est sur la saison 5, si je dis pas de conneries, et c'est la dernière. Et de voir déjà l'évolution des personnages, de voir l'évolution des acteurs, on les a connus enfants et là ce sont des adultes. Je ne m'en remets pas. Dès l'épisode 2, ça allait mieux. L'épisode 3 ou 4, je ne sais plus. Vraiment, c'était genre... Et la fin, cette fin. Et au travail, j'ai une de mes collègues qui adore Stranger Things. Et du coup, c'est en mode genre... Vous voyez, genre, elle adore du coup savoir quelqu'un qui, en plus de ça, me parle de toutes les théories possibles et inimaginables. Et j'en ai vu 2-3 sur TikTok et je suis en mode non. Je refuse que tel ou tel personnage puisse mourir. C'est hors de question. Mais j'ai beaucoup aimé cette première partie. J'ai hâte d'avoir la deuxième. Et vraiment, le 1er janvier, je bosse, mais je crois que je suis du soir. Donc vraiment, le matin, je vais regarder Stranger Things et je vais pleurer comme ça parce que c'est la fin. Et j'essaie de me refaire toutes les saisons en fait avant d'arriver à la deuxième partie et après à l'épisode final. C'était le méga update fiction. Maintenant, on va aller sur de la non-fiction en termes d'audiovisuel, pardon, avec un doc Arte que j'ai enfin regardé. Je crois qu'il est sorti il y a 2 ou 3 semaines. C'est sur les violences conjugales et ça s'appelle Je vais te tuer. Et c'est un reportage qui est extrêmement bien fait puisque la magistrature est essentiellement féminine. Ce sont des femmes qui jugent des hommes qui sont violents, donc différents degrés de violence. Mais il y a toute cette chose par rapport à l'emprise. Et en fait, j'ai vu quelqu'un qui parlait, j'ai vu ça, un homme qui en parlait, et qui expliquait le côté endémique justement de la violence. Et il disait que c'était pour ça que ce doc était trop bien, et je l'avais déjà mis dans ma watchlist, et là j'ai fait ok, faut que je regarde. Et ce qui est frappant, en fait, et je le sais déjà, hein, genre vraiment, je le sais, en tant que femme, je pense qu'on est toutes plus ou moins conscientes de ça, mais de le voir de nos yeux et de l'entendre, les choses, ce sont des hommes qui, je crois, tous sont à visage découvert, ou presque tous, et ensuite des jugements, et donc on entend les versions des hommes, et on a des juges qui posent des questions, et on a des hommes qui ont le même discours et qui continuent de dire que en gros la meuf est folle, qu'elle l'accuse faussement, qu'elle cherche à le nuire, que oh là là elle a eu plusieurs partenaires ou alors elle a eu des enfants de plusieurs partenaires, donc en fait en gros c'est une pute. De toute façon nous sommes des sales connes. Nous sommes des sales connes. Pour la petite Brijou, hein, coucou Brijou, hein, nous t'embrassons. Mais vraiment il y a ce côté de ouais en fait toujours le même schéma, toujours les mêmes mots prononcés par différents hommes, mais en fait c'est là où on voit que c'est toujours pareil en fait, le problème vient des hommes et il y a vraiment cette volonté de nuire et de faire disparaître la voix des femmes. Et en plus de ça, ce qui était très frappant, c'était beaucoup de menaces et de situations en fait on va pas appeler ça une tentative de meurtre, mais quand un mec te prend par le cou et serre et que toi t'es en train de te débattre, je suis désolée, si ça c'est pas une tentative de meurtre, c'est quoi? C'est quoi? Alors oui, il y a une forme d'intimidation, mais et puis ce truc de tenir à la gorge en sachant que c'est ce qui réduit au silence, parce que il y a beaucoup d'hommes qui disent je voulais qu'elle se taise. Mais pour la faire taire, tu ne dis pas genre je ne veux pas l'entendre, je préfère quitter la pièce, je préfère m'éloigner parce que moi j'ai besoin d'un moment de silence, parce que là j'ai besoin en fait d'un moment où je suis seule avec moi-même, de passer par la violence verbale, physique, de prendre quelqu'un par le cou, dans cette volonté de la faire taire, de la réduire au silence, et que si mort s'ensuit, bah mort s'ensuit. Waouh, c'était vraiment violent, et de voir vraiment des hommes à visage découvert en se disant mais en fait j'ai pas à me cacher parce que le problème c'est pas moi, le problème c'est pas mon agressivité, le problème c'est pas tout ça, le problème ce sont les femmes. Vraiment, je sais, hein, je suis bien formée là-dessus, j'ai lu beaucoup de choses par rapport à ça, je connais tellement de gens, j'ai connu tellement de gens au cours de ma vie qui ont subi les violences conjugales, et ça ne commence pas directement par de l'agressivité physique, et c'est ça le problème, c'est toute cette emprise, et c'est toutes ces micro-actions qui sont mises en place pour arriver à un contrôle total de la personne, et c'est ce qui est aussi démontré dans ce documentaire, et les juges font vraiment pas un aspect d'éducation et d'enfantilisation des hommes, ce que j'ai apprécié aussi, parce qu'il y a des reportages qui datent d'il y a quelques années où il y a un truc de mais vous comprenez, mais vous savez, vous ne pouvez pas dire ça. Là non, les juges elles sont en mode non mais en fait il y a la loi
et vous ne pouvez pas faire ci et ça, et c'est très carré, et j'ai adoré, en fait, voir des femmes de pouvoir, et c'est ce qu'une des juges expliquait, elle disait, mais vous vous rendez compte que c'est une femme de pouvoir qui a une décision sur leur vie et sur leur jugement, et ça aussi, c'est compliqué pour eux d'accepter, de se dire, il y a une femme qui est, entre guillemets, au-dessus de moi, et qui me dit que mes actions, c'est de la merde, mais ces hommes ne changeront jamais, et c'est ça qui, in finite, dénonce dans ce reportage. Alors il y a toute la société patriarcale et la misogynie, hein, mais vraiment ce truc de c'est tout un système en fait à déconstruire. En France, il y a une liberté de se servir des femmes et de les utiliser comme bon leur semble sous prétexte de je ne sais quoi. Nous, en France, on protège les criminels et les pédophiles, et de toute façon, même quand les gens sont accusés, ils sont reconnus coupables, on continue de les protéger. Donc bon, on est dans un pays quand même lunaire, hein. Mais c'est vrai que de voir ça, c'était... Le documentaire dure 55 minutes, je crois, moins d'une heure, les gars. Et j'étais, mais... je l'ai regardé en plusieurs fois, et j'étais, mais... J'ai beau savoir ça, je me suis informée là-dessus, je lis beaucoup d'essais féministes là-dessus, j'écoute beaucoup la parole des femmes, des associations, des choses comme ça. Mais malgré tout ça, d'être confrontée à des discours d'hommes comme ça, et après avoir les jugements en fait, ou les non-lieux. D'ailleurs, un non-lieu, ça veut pas dire... Alors, il y a deux types de non-lieux, hein. Des fois, c'est genre faute de preuve. Oui, mais en fait, si t'es tellement sous le choc et que t'es tellement sous emprise, tu vas pas voir ton médecin directement. Voilà. Ça peut donner suite à un non-lieu. Dans les affaires de violence, d'agression sexuelle ou de viol, le problème, c'est que même quand il y a des preuves assez évidentes, la victime, elle est rarement crue, déjà, rarement prise au sérieux. Des fois, il y a des délais de prescription aussi qui interviennent, mais vraiment de voir, en fait... Nous, on le sait, en fait, entre femmes, on se sait. Enfin, j'espère que vous le savez et qu'il y a un peu de sororité à ce niveau-là de votre côté, parce que faut se déconstruire là-dessus, quoi. Entre femmes, on se sait, en fait, que les hommes ne sont pas condamnés, et même quand ils sont condamnés, la victime l'aide d'autant plus, en fait. Elle a une condamnation par rapport à toute sa vie, en fait, ou même quand... En fait, il y a une stigmatisation des femmes battues et des femmes qui sont agressées sexuellement, qui sont violées. D'ailleurs, les agressions sexuelles, on se dit non, mais c'est bon, j'ai pas fait grand-chose, c'était juste un baiser. Mais en fait, elle a dit non. Elle t'a repoussé, elle ne voulait pas, et tu t'imposes et tu acceptes ça. D'ailleurs, j'ai regardé un autre documentaire là-dessus, je ne sais plus le nom, je vous le mettrai en barre d'informations, qui parle de tout ça, et notamment dans l'audiovisuel français et la télévision française et tous ces acteurs, en fait, dans l'implication de Bolloré. Il est encore là, celui-là. Et vraiment, il y a toutes ces choses, et ce côté endémique et ce côté systémique, en fait, ce côté de... C'est tout un système, en fait, qui est corrompu, et quand vous avez de l'argent, vous avez du pouvoir, et on peut dominer une femme, et en fait, la femme, c'est rien, quoi. Je me suis tellement énervée toute seule devant mes vidéos YouTube à regarder ça. C'est aussi pour ça qu'après, j'ai eu besoin d'aller vers des essais. Et là, j'ai été vers un essai recommandé par Lou, de la chaîne Mayline et Lou. Alors, si vous les suivez, vous savez que c'est plutôt Mayline qui a tendance à lire des bouquins, mais elle est beaucoup sur de la fantaisie, de la romantasy. Plus de la fantaisie, d'ailleurs, je crois, que de la romantasy. Mais Lou avait recommandé un bouquin qui s'appelle Post-romantique. Je vous mets la couverture ici. Je ne sais plus le nom de l'autrice, et je suis désolée. Vraiment, sur liseuse, je trouve ça illisible, en fait. Mais dans ce bouquin, on va parler du célibat et de comment est-ce que le célibat est montré du doigt chez les hommes comme chez les femmes, mais encore plus durement chez les femmes. Parce que bon, si une femme de plus de 30 ans est célibataire, c'est que elle est grosse, elle est moche, elle est marginalisée, et il y a un problème avec elle. En gros, c'est pas normal. Alors, la société évolue, et maintenant, 30 ans, on va dire que c'est plus ou moins acceptable parce qu'on fait plus d'études, etc. Mais 35 ans, genre, c'est pas accepté. C'est genre, il y a un truc qui cloche avec toi, c'est pas normal que tu sois célibataire maintenant, ou si tu l'as toujours été, c'est genre, ou si tu l'es depuis longtemps, ce qui est mon cas, du coup, c'est genre, il y a un truc qui est pas normal chez cette personne, chez cette femme, elle doit... Non, si on veut pas d'elle, c'est que quand même, il y a un souci, quoi. Et elle parle de tout ça là-dedans, et je trouve ça hyper intéressant, puisqu'elle revient sur... Elle revient sur une situation familiale qu'elle a vécue, où elle est célibataire depuis très longtemps. Elle a un enfant, et un jour sa sœur se fait larguer, et elle dit, bah écoute, on pourrait faire une coloc toutes les deux. Et toute la famille, tout l'entourage est contre cette coloc, en disant, mais non, mais
ta sœur, elle pourra pas se retrouver quelqu'un si elle vit avec toi. Alors, comme si le fait d'avoir des colocs, je pense que pour ceux qui ont été étudiants et qui ont été en couple pendant cette période étudiante, étaient en coloc, ça n'a pas empêché les gens d'être dans une relation. Hein. Et quand bien même, les gens ne sont pas dans une relation, quel est le problème? Mais elle part de ce postulat-là, et en plus de ça, cette colocation ne se fait pas. Donc tous les a priori des gens autour d'elle, l'autrice, elle est en mode, mais en plus, beaucoup de gens ont parlé pour pas grand-chose. Et elle va déconstruire en fait cette image du célibat, ou plutôt elle va nous donner des éléments pour nous expliquer pourquoi les célibataires sont stigmatisés, pourquoi les célibataires sont plus pauvres que les personnes en couple, que les femmes souffrent d'autant plus de ce statut-là, et comme tout est fait dans le système en fait pour valoriser les couples et les relations amoureuses, et que en fait on ne vit qu'à travers ça. Et autant moi je suis très bien dans mon célibat, et vraiment plus le temps passe, plus je me dis déjà, je pense que les relations avec les hommes c'est... Voilà. Et franchement, rencontrer des personnes queer autour de moi dans ma petite ville, bah c'est pas forcément aussi évident que ça. Et en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre en couple avec quelqu'un qui me drainera mon énergie? Et non. Vraiment, ça peut paraître très égoïste pour certains, mais à un moment donné, non. Déjà juste vivre en tant que moi, c'est compliqué. Je rajoute mon chat à l'équation et ça fait une charge mentale en plus. Pas forcément envie d'être en couple, et justement elle parle de tout ça, et elle parle aussi du côté romantique des relations, le fait d'avoir des sentiments pour un partenaire, et toutes ces choses là datent vraiment du siècle dernier, quoi, du 20e. C'est pas des choses, alors il y a une sorte de romantisation et c'est notamment passé par les romans, puis après par les films, par les séries et par toutes ces choses-là. Et pour être une enfant des années 90, c'était encore plus présent. Le fait que si tu as plus de 25-30 ans et que tu es célibataire, mais vraiment encore plus en tant que femme, c'est vraiment une stigmatisation. On représente pratiquement pas les célibataires dans les films et dans les... On va dire dans l'espace public, en fait, on va pas les mettre en avant, à part pour dire célibataire qui cherche quelqu'un, donc une application de rencontre. Dans les représentations, les femmes de plus de 30 ans sont sous-représentées. Une femme qui est seule et qui s'assume, bah en fait, on va se dire, bah elle a choisi sa carrière. Comme si tu pouvais pas te choisir toi avant n'importe quelle carrière professionnelle, comme s'il fallait qu'il y ait une raison derrière, ou alors une rupture difficile, ou alors des traumatismes, ou alors vraiment des agressions sexuelles, des viols, ce genre de choses. Comme si en fait ton célibat devait être motivé par quelque chose. Tu ne pouvais pas choisir ton célibat, t'étais obligé de le subir et d'être victime de tout ça. Et c'est hyper intéressant, et vraiment tout son côté romantisation, je suis là-dessus actuellement, donc là j'en suis à... Il met 99%. À des moments, j'en ai marre de ma liseuse. Je crois que j'en étais à 22 ou 23% du livre. Et là, c'était vraiment expliquer qu'avant, c'était que des mariages, des arrangements, en fait. Et que à partir du XXe siècle, on a commencé à se dire les sentiments vont peut-être rentrer en ligne de compte. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et moi, je sais que la génération de mes grands-parents, le côté de consentement et de tu te maries par amour et parce que tu apprécies cette personne, moyen. Et pour travailler avec des personnes âgées depuis que j'ai littéralement 19 ans, enfin 18 ans et demi techniquement, donc ça fait quelques années, ça fait 14 ans, hein, en sachant que j'ai commencé dans ce milieu, j'avais littéralement 15 ans, donc ça fait 17 ans en fait que je côtoie des personnes âgées au quotidien ou presque. Je peux vous dire que la romantisation qu'on fait de papy et mamie qui s'aiment à la folie, etc., c'est assez éloigné de la réalité. Ça veut pas dire que tous les couples ne s'aimaient pas. Il y a des couples qui s'aimaient et qui ont pu faire un mariage d'amour. Il y a des couples qui ont appris à se tolérer, à s'accepter, puis finir par trouver une forme d'amour là-dedans. Il y a plein de profils, hein, mais... c'est pour ça que je vous dis que j'aime pas les romances dans les EHPAD et tous les trucs de romantisation, de oh là là, regardez les petites personnes âgées qui sont amoureuses et tout dans les romans, je déteste ça parce que c'est pas une réalité que je côtoie. Et vraiment, c'est un domaine que j'adore, et il y a plus un truc de fidélité et de je ne quitterai pas la personne qui partage ma vie depuis des années, plutôt qu'un réel épanouissement dans son couple, quoi. Il y a aussi un truc d'habitude qui se met en place. Mais bref. C'est le cas aussi pour des couples plus jeunes. Mais là, elle retrace tout ça, elle donne beaucoup de sources, elle cite beaucoup de femmes et d'essais. Du coup, je suis très contente parce que je crois que j'en suis au 4e bouquin féministe qu'elle nomme dedans et que je vais pouvoir lire dans mon cadre des Nuits du hasard, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, pour l'année 2026, Séverine continue son principe des Nuits du hasard. Donc en gros, vous piochez un bouquin dans votre pile à lire et vous devez le lire dans le mois, et il y a un live pour qu'on commence notre lecture tous ensemble, en sachant que chacun lit le livre qu'il veut, qu'il a pioché au hasard. Je voulais lire des essais à l'occasion des Nuits du hasard, et là j'ai plusieurs ouvrages féministes
Je suis toujours à la recherche de bouquins féministes, si c'est possible, de bouquins écrits par des personnes racisées, parce que je n'en ai pas lu assez. Et par des personnes queer, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau, en sachant que j'ai parlé de femmes, mais les personnes non binaires et les personnes trans, bien sûr que je les inclus dedans, en tout cas pas des hommes, quoi. Mais voilà, si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas, parce que je suis vraiment en recherche de ça. Et je me suis pas encore penchée sur la question, hein, donc je vais faire mes propres recherches, mais voilà, si jamais vous avez, je veux, en sachant qu'on m'a recommandé les plus classiques du Mona Chollet. Mona Chollet, c'est quand même un féminisme très blanc et très bourgeois, et j'aime certaines thématiques abordées, mais ça reste quand même une sacrée niche, et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. On m'a recommandé les bouquins, enfin l'un des bouquins de Roxane Gay, je l'ai déjà lu il y a quelques années, pas de féministe, qui était très bien. Cette année, j'ai eu un gros coup de cœur pour Désirer la violence, que je vous recommande, où là, on aborde le cinéma et ô combien les femmes sont méprisées dans le cinéma, et il y a plein de classiques français qui sont peut-être des chefs-d'œuvre, mais en fait, les femmes sont toujours dépeintes de la pire des manières. Mais bref, je suis sur cette lecture-là, je l'ai commencé hier soir parce que il se passait trop de choses dans ma tête et j'ai regardé trop de reportages et de trucs, et à un moment donné, en fait, quand quand je regarde ce genre de reportage, quand je m'intéresse, enfin, je m'intéresse plus ou moins tout le temps à ce genre de thématique, hein. Mais c'est vrai que quand je suis dans une mouvance où je regarde beaucoup de choses comme ça, de documentaires qui dénoncent tout ce système, parce que le REM c'est un système et c'est un truc que les gens ne comprennent pas, et que les hommes déjà ne comprennent pas, parce que forcément quand tu as des privilèges tu ne peux pas les voir et tu n'as pas envie que ça change, puisque ton statut il est au-dessus de quelqu'un d'autre. Donc bon, pourquoi vouloir changer, puisque toutes les choses vont dans ton sens. Mais vraiment, et là le scandale avec Brigitte Macron, alors au moment où vous verrez ça, ça datera d'il y a quelques jours, mais les propos sont quand même scandaleux, de dire je condamne les actions de 4 féministes, je crois vraiment que c'était l'action de 4 femmes, par rapport à un homme qui a été accusé, qui n'a pas pu être reconnu coupable parce que non-lieu, donc il n'est pas innocenté, c'est qu'il n'y a pas assez de preuves, et qu'on sait que, je crois que c'est dans 92% des affaires, il n'y a pas assez de preuves, puisque être violé, être agressé sexuellement, pour avoir des preuves de tout ça, c'est plus compliqué, parce qu'il faudrait directement aller à l'hôpital, faire des prélèvements, ce genre de choses, et que c'est compliqué. Et que même quand on retrouve des traces, ça veut pas, entre guillemets, c'est pas... Entre guillemets, c'est horrible de dire c'est pas justifiable, mais il y a plein de choses qui ne sont pas recevables, et justement, dans le documentaire de Arte, il y a toutes ces choses où, en fait, la loi française est très, très, très mal foutue à ce niveau-là, et ne protège pas les femmes, et pas suffisamment. Et on rappelle qu'on n'a plus de ministère pour l'égalité femmes-hommes, hein, donc, soi-disant, on est égaux! Non, le système ne va toujours pas, en fait. Mais... voilà, j'étais en colère, et quand j'ai une haine comme ça des hommes, c'est pas une haine individuelle des hommes, parce que tout le monde m'a bien non mais not all men, Pauline, non mais en fait c'est un système qu'on dénonce, ok, c'est une société misogyne et patriarcale, et bien sûr qu'il y a eu des avancées en France, et c'est bien, mais c'est pas suffisant, et l'action des féministes compte encore maintenant, et vraiment c'est épuisant, le militantisme, et vraiment j'admire ces femmes de pouvoir autant s'investir et faire autant de choses, parce que je suis tellement fatiguée par la vie et par mon quotidien que moi j'arrive pas à militer comme ça. Donc c'est des micro-actions que je peux faire, et c'est de faire de la sensibilisation, et c'est essayer de m'informer un maximum et de me déconstruire, parce qu'il y a sûrement des schémas que j'ai, que ouais, je sais pas comment je peux dire, mais il y a encore des choses que je dois faire sans même me rendre compte du poids des mots, je ne sais pas comment dire, je suis vraiment désolée. Un petit peu tard, pas assez dormi, je vais aller me recoucher bientôt. Vraiment, littéralement, il est minuit et demi, les gars, donc je devrais dormir là. Mais c'est vrai que comme j'étais dans cette mouvance-là, j'avais besoin d'un essai, en fait, qui ne soit pas directement sur ça, parce que je crois qu'autrement, vraiment, j'aurais créé des bûchers pour brûler tous les hommes possibles. Donc je me suis dit non, on va partir sur cette idée du célibat, et de pourquoi est-ce qu'on glorifie autant le fait d'être en couple, comment est-ce que... Enfin, à partir de quel moment on a décidé que socialement, une femme devait toujours être attachée à un homme, donc si c'est pas le père de famille, bah en fait ça devient ton copain, ça devient ton mari, de quand tu es célibataire, bah ouais en fait t'es plus pauvre que des personnes en couple, que tout le système est fait pour que les gens finissent en couple, que là j'ai vu entre guillemets une tendance, notamment aux États-Unis, où ce sont des amies, des copines, surtout des femmes,
qui décident d'acheter ensemble des biens ou de faire des colocs alors qu'elles ont pas genre 18-20 ans et qu'elles sont pas étudiantes, genre elles ont une trentaine d'années, elles décident de faire des colocs ou de s'acheter un bien en commun ou voilà, et c'est des choses où on n'accepte pas ça parce que ça sort du cadre et c'est genre oui mais non. Alors c'est ok de se mettre en couple et d'acheter une maison avec un mec que tu connais depuis 1 an et une copine que tu connais depuis 10 ans et vous êtes genre vraiment proches, vous êtes comme des sœurs, c'est pas ok parce que socialement on a décidé que non, les femmes devaient exister qu'en vivant à travers un homme, à travers une relation. En fait, ce qui m'énerve, c'est pas tellement que des gens puissent être en couple et s'épanouir dans le fait d'être en couple et d'être dans une relation saine et de faire des choses ensemble. Vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Ce qui m'énerve plus, c'est que du moment où on sort du cadre, c'est pas acceptable, c'est pas entendable. Alors que, bah si, on peut tous vivre ensemble en harmonie avec des schémas qui soient pas traditionnels de la famille nucléaire, quoi. Enfin, c'est comme le fait de pas vouloir d'enfants ou de ne pas en avoir pour X ou Y raison, mais c'est ok en fait. Il n'y a pas qu'un seul type de famille qui existe avec un homme, une femme, des gosses qui sont faits de manière naturelle, enfin biologique, je ne sais pas comment dire, enfin... Il y a plein de schémas possibles dans des familles et votre famille, ça peut être vous toute seule avec vos animaux. Pour moi, ça fait partie d'une famille. C'est moi, ça dépend de l'attachement que vous avez aux personnes autour de vous et si l'attachement que vous avez pour vos animaux il est si fort que vous considérez ça comme une famille, et bah ok, c'est une famille. Enfin, peut-être que je suis beaucoup trop ouverte d'esprit, ou peut-être que le monde est beaucoup trop fermé d'esprit, au contraire, je ne sais pas. Mais pour moi, la notion de famille, c'est vraiment quelle connexion tu as par rapport aux autres, et si les autres, c'est l'âne que tu élèves dans ton jardin, dans ton pré à côté de chez toi, ou si c'est tes chats, si c'est tes chiens, bah grand bien t'en fasses, au même titre que si t'es dans une relation hétérosexuelle et que ton mec, tu le considères comme ta famille, bah très bien. Et si t'as des gosses et que tes gosses, c'est ta famille, et bah très bien aussi. Enfin, pourquoi est-ce qu'on devrait cracher sur une partie de la population, sur une partie des femmes en plus de ça, sous prétexte que ça rentre pas dans une espèce de cadre qu'on s'est plus ou moins inventé avec les années? Parce que vraiment, c'est toute une construction, hein. Et là, en lisant ce bouquin, et justement en revenant sur des faits historiques, tu te dis, mais en fait, ça date vraiment du début du XXe siècle, quoi. C'est pas si vieux que ça, et on a décidé que c'était la norme. Alors que pendant, je sais pas, 500 ans, c'était pas la norme. Bref, que des dingueries comme ça. Donc j'adore ma lecture, et il y a plein de choses, et j'aime beaucoup, vraiment, j'ai lu que 22-23% hier soir, mais j'étais à fond dedans. Je vais le continuer quand j'aurai dormi, quand j'aurai été travailler, quand je me serai posée un peu, mais vraiment ça m'a relancé dans la lecture, en sachant que j'ai continué aussi ma lecture, attendez que je retrouve, j'ai aussi continué ma lecture du Livre du ciel, je vous mets la couverture ici, que j'aime bien. Alors c'est un roman jeunesse, mais moins de 12 ans du coup, et j'ai plus l'habitude de dire la jeunesse, et ça m'énerve parce que j'arrête pas de me dire ah ça pourrait être plus creusé ça, ah ça pourrait être plus ça, et je sais qu'en fait ça fait partie du genre littéraire, enfin du genre, de la cible en fait, mais je m'agace moi-même d'avoir ce genre de pensée parce que c'est con en fait. Et du coup ça m'agace. Parce que c'est genre, oui Pauline c'est normal, c'est à destination d'enfants, donc oui c'est normal que ce soit pas aussi approfondi, c'est normal que le vocabulaire soit plus léger, c'est normal qu'on creuse pas des grosses thématiques sur la Corée du Sud, c'est pas le but du bouquin. Même si on est quand même sur une famille, enfin un couple qui divorce, la femme décide d'aller à la campagne, de prendre sa fille avec elle et d'ouvrir un dispensaire, enfin de continuer un dispensaire parce qu'elle est infirmière, et du coup sa fille est pas du tout d'accord sur le fait que ses parents divorcent, elle avait pas envie de quitter Séoul, elle se retrouve dans la pampa coréenne, en sachant que vraiment en Corée c'est genre c'est genre Séoul, les villes moyennes, Busan, Daegu, etc. Et après il y a genre le vide, donc très peu de jeunes, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de terres agricoles, et là elle se retrouve au milieu de tout ça, et là genre mais qu'est-ce que je fous là quoi. Ça se passe pas forcément bien aussi à l'école pour notre héroïne, parce que fille de la ville qui a pas envie de s'intégrer, parce qu'elle a pas envie de rester là, elle se dit c'est l'histoire d'un an et après je vais retourner dans la grande ville, et en fait pas forcément. Et j'aime beaucoup ma lecture, mais oui, à chaque fois je suis là genre, oh, c'est vrai que ça pourrait être creusé, oui, mais c'est de la jeunesse, Pauline. Mais j'aime quand même bien ma lecture, et je trouve les personnages attachants. Juste j'arrive à une 60aine de pourcents, je crois que j'en suis à 62 ou 63%, et je me dis, il se passe pas grand chose en termes d'action. Et on est sur notre héroïne qui rencontre après 2 autres enfants, donc là on a un peu plus focus sur une jeune fille, et là on commence à se focus sur un garçon qui lui fait du mutisme, je sais pas comment dire ça, est atteint de mutisme sélectif par rapport à un trauma qui est la perte de sa mère, et on suit tout ça, et du coup notre héroïne elle le comprend pas parce qu'elle est là genre mais pourquoi il parle pas. Pourquoi est-ce qu'il parle avec certaines personnes, pourquoi c'est toujours genre sa pote qui prend la parole à sa place, genre laisse-le s'exprimer. Et il y a toutes ces choses là, et il y a beaucoup de clichés entre guillemets qui essayent d'être
démonter, de montrer la réalité des choses. Et c'est un livre qui est très intelligent et j'aime beaucoup en fait voir la campagne coréenne parce que c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent dans les bouquins. Donc voilà, j'aime quand même bien la petite lecture, mais ce soir j'avais pas envie d'aller là-dessus. Hier soir j'avais pas envie d'aller là-dessus. J'avais envie d'être dans mon truc de j'ai besoin d'un bouquin féministe. Et bah ouais, comme Lou avait recommandé post-romantique, je me suis dit qu'il était temps que je l'attaque et j'aime beaucoup ce que je dis. Donc voilà, sur ce, il est temps que je retourne me coucher, enfin que je fasse rentrer Holden qui a été faire son petit tour, que j'aille me coucher, puisque oui, littéralement dans 6 heures, je me lève et j'ai dormi que 2 heures. Donc ça va pas le faire les gars, il faut que je dorme. J'ai commandé des livres sur le site de la FNAC hier et je les ai reçus ce matin. Genre vraiment, je ne sais pas comment ils font pour être aussi rapides. Peut-être à cause de Noël justement, qu'ils ont renforcé les livraisons. Mais je suis paix, je suis joie, je suis amour, puisque si je me suis commandé des livres hier, c'est déjà parce que j'ai le droit à des chèques cadeaux de la part de mon CE, où on paye une partie, ils nous en donnent une autre partie, enfin bref. Voilà, et c'est pas valable sur... Enfin, c'est des chèques culture, donc c'est valable que sur les bouquins, les CD, les vinyles. Je crois les concerts, les choses comme ça, enfin bref, peu importe. Et j'ai voulu me récompenser hier parce que j'ai eu le résultat de mon bilan neuropsy et vraiment on commence à discuter avec ma neuropsy et elle me dit, et après on arrive à la fameuse conclusion et elle m'a dit bon, est-ce que vous connaissez ce qu'il y en a? Et j'étais là, bah déjà je remets en doute tous les jours de ma vie mon diagnostic de TDAH, donc bon, donc on a parlé de ça. Et elle me disait que, alors, je rappelle que ce n'est pas une médecin, donc les neuropsychologues ne peuvent faire que des prédiagnostics, ne peuvent faire que des bilans neuropsychologiques, et que derrière, les psychiatres n'ont pas l'obligation de suivre ce qu'elles disent, ce qu'ils et elles disent, les neuropsies, et que c'est pas un diagnostic officiel. Parce que le neuropsychologue a aussi... est aussi limité dans son champ de compétences et ne peut pas forcément faire entièrement la distinction avec d'autres troubles psy que les psychiatres pourraient aussi apparenter à des difficultés qu'on retrouve dans le TDAH et dans le TSA comme on peut retrouver dans d'autres troubles. Bref, voilà. Mais dans mon cas particulier, je parle bien de ma situation et de mon expérience, moi mon psychiatre savait que j'avais un TSA, mais il voulait que je voie une neuropsychologue pour qu'il ne soit pas influencé par ses propres biais. De même qu'il savait déjà que j'avais un TDAH avant que je passe la DIVA, qui est le test officiel chez les adultes pour reconnaître un TDAH, mais il voulait pas se fier à ses propres biais, il m'avait déjà expliqué ça. C'était pareil pour le TSA, donc hier j'ai eu la réponse et j'ai bien un TSA en plus d'un TDAH, donc je suis autiste et j'ai un TDAH. Top. Voilà, je vous avoue que je sais toujours pas comment prendre la nouvelle parce que ça fait un moment que je le sais officieusement puisque mon psychiatre m'en avait déjà parlé et qu'à chaque fois que je disais oui mais je fais ça, il me disait ça c'est typique du TSA. J'étais là non. Alors déjà ça c'est mon caractère donc non. Et après c'est genre oui et bah il y a ça. C'est genre oui bah ça c'est le TDAH. Donc bon je le savais déjà et j'ai rendez-vous avec mon psychiatre et ma neuropsy le 27 janvier pour qu'on discute et qu'on voit un peu ce que je vais mettre en place, ce qu'on va mettre en place tous ensemble en termes de psychoéducation parce que en fait, techniquement, les TND, on est censé les détecter dans l'enfance pour mettre en place des choses, pour que votre vie soit moins compliquée à l'avenir, pour que le côté scolaire se passe bien, etc., pour permettre des aménagements. Le problème, quand on est adulte, c'est que on peut diagnostiquer les gens, mais il n'y a pas forcément de choses qui sont faites derrière, ça dépend beaucoup des professionnels. Et après des années de souffrance, et c'est ce que je dis à chaque fois, hein, parce que souvent les gens me disent que j'ai de la chance d'avoir un psychiatre tel que le mien, d'être bien suivi, d'avoir aussi ce privilège de faire un bilan neuropsy. Oui, je vais pas mentir et prétendre que ce n'est pas un privilège. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un bilan neuropsy qui m'a coûté 630 €, mais je vais demander une aide sociale en fait à la sécurité sociale parce que si je peux me payer mon bilan neuropsy, c'est parce que j'ai fait des heures sup aussi au boulot et que oui j'aurais pu compter sur mes parents mais mes parents ne sont pas riches donc c'est pareil, mes parents auraient dû puiser dans le peu d'épargne qu'ils ont pour me payer mon bilan neuropsy alors que si j'avais été une enfant et que on m'avait bien orientée dans les années 90 et j'aurais pas eu besoin de payer tout ça parce que c'est pris en charge en partie pour les enfants et le système est un petit peu différent pour les enfants, enfin bref on va pas faire les comparaisons entre enfants et adultes, on n'est pas là pour ça mais bref. Pour les TND, quand vous êtes adulte et que vous vous faites entre guillemets diagnostiquer, détecter, parce que c'est pas une maladie, c'est un trouble, et techniquement c'est juste un fonctionnement qui est différent de la population, et que comme ça nous entraîne des difficultés, c'est handicapant.
Là, j'ai toute la psychoéducation à faire pour connaître mes limites, pour savoir quels sont mes besoins et comment faire en sorte que ma vie soit beaucoup moins compliquée qu'elle ne l'est jusqu'à présent. Mais j'avoue que depuis un an, enfin un peu moins d'un an quand même, hein, parce que j'ai repris le travail en plus entre-temps, d'avoir été en arrêt, même si il m'est arrivé 40 000 galères, notamment d'un point de vue financier, où j'étais dans une précarité totale et profonde, et voilà, j'ai eu des problèmes de santé physique, et j'étais angoissée très 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 souvent. Malgré tout ça, c'est la première année où d'un point de vue santé mentale, je ne vais pas mal. Je vais même plutôt bien. Et c'est ce que j'expliquais à la neuropsy, je disais mais en fait là de pas avoir été confrontée à d'autres êtres humains et de pas avoir été trigger, et notamment par le travail, bah je l'ai bien vécu cette année. Et elle me dit oui, j'entends, mais en fait dans cette société, on peut pas se permettre d'être en marge de cette société quoi. Donc j'ai juste pas le choix de trouver des moyens de m'adapter, et elle est revenue sur chaque critère de diagnostic parce que j'étais en train de me dire oui mais en fait ça se trouve elle ne s'est pas rendue compte de certaines choses, oui comme c'est une professionnelle qui a fait 5 ans d'études en psycho et en neuropsycho, genre ne pouvait pas me prédiag. Vraiment j'essayais de négocier hein, mais non non elle connaissait son sujet, et surtout elle m'a dit il y a des personnes, il y a des profils où c'est vraiment compliqué de savoir et on prend un petit peu plus de temps, et justement elle est en lien avec mon psychiatre puisqu'ils ont travaillé pendant un temps ensemble au CMP, enfin ils ont travaillé 4 ans ensemble au CMP. Elle m'expliquait tout ça et elle me dit dans votre cas non, il n'y avait pas de doute en fait. J'étais là ah d'accord bon. En sachant que c'était la même chose pour le TDAH. Mais ça me rend dingue en fait de me dire que pendant toutes ces années j'ai souffert, mais j'ai tellement souffert mentalement les gars, et j'ai failli mourir à 3 reprises je crois, j'ai failli mettre fin à mes jours à 3 reprises, et j'aurais jamais su qu'en fait c'était pas lié à des troubles psy, mais que c'était à cause de fonctionnement de mon cerveau qui ne correspond pas avec cette société, c'est la société dans laquelle on vit quoi, et je trouve ça fou que il y a sûrement des gens d'ailleurs qui sont morts parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient des TND et qu'ils avaient beau faire plein d'efforts sur eux, aller en psychothérapie, faire de la psychothérapie, faire plein de choses, bah ça marchait pas, parce que oui, c'est pas la même chose, ça veut pas dire que la thérapie ne fonctionne pas chez des personnes qui ont des TND, mais bah, ce que m'expliquait encore la neuropsy hier, elle m'a dit le problème c'est que si on sait pas et qu'on passe par de la parole, bah quand on est autiste et qu'on a un problème avec la communication et le fait de s'exprimer, bah ouais, c'est compliqué. Et justement, je suis revenue sur toutes ces choses où, bah, quand on sait parler, les gens ne se rendent pas compte qu'on est handicapé, et parce qu'on présente bien, et parce que ce que je lui disais, j'ai aussi une certaine culture, donc en fait, quand je vais parler de mes difficultés, on va se dire, bah non, parce que bah, je présente bien, et je souris, et je parais adaptée socialement. Elle me dit, oui, mais le problème, c'est quand vous êtes toute seule et que bah, vous n'arrivez pas à gérer. Et vraiment, elle m'a raconté ma vie sans même qu'elle le sache. Elle me dit oui, elle dit, je dis non mais j'adore mon travail. Elle me dit oui, bah, c'est pour ça, vous compensez beaucoup au travail, ça se passe très bien au travail, et puis après vous rentrez le soir, et puis vous êtes fatigué, et vous n'arrivez pas à récupérer, et puis 2 mois, 3 mois se passent, et puis vous n'arrivez plus à fonctionner, vous êtes en burn-out, et vous devez vous arrêter. Et vraiment, je me revoyais, moi, après mon année d'aide-soignante, et mes 2 mois passés à l'hôpital à travailler, où j'ai fini en burn-out autistique. Parce que c'était clairement un burn-out autistique. Et toute ma vie, en fait, à chaque fois que j'ai été en dépression, ça a commencé par un trop-plein. Et maintenant, j'ai des explications de choses que j'avais déjà avant, en fait. Et c'est le principe même d'un TND, c'est présent avant 12 ans. Il faut que ce soit présent dans l'enfance. Mais ouais, c'est beaucoup de choses à gérer et à process. Je vais prendre un rendez-vous avec ma neuropsy entre décembre et janvier, avant le 27, quoi. Histoire de reparler avec ma neuropsy, parce que je suis sûre qu'il y a des choses que j'ai pas forcément réalisées. Et surtout, je me dis qu'il y a peut-être erreur sur la marchandise, encore et toujours. Donc, voilà. Mais si je vous raconte tout ça, c'est déjà pour vous tenir au courant, parce que j'en avais parlé, et que... voilà, au moins vous savez la suite des choses. Un jour ou l'autre, peut-être que j'aurais envie de faire une vidéo sur les TND et sur les détections à l'âge adulte et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont dites sur internet, mais je me sens pas forcément légitime de le faire maintenant. Enfin, c'est pas forcément une question de légitimité, c'est plutôt que j'ai pas assez d'éléments, sachant que moi j'ai un TSA et un TDAH, donc les deux combinés ça fait pas la même chose que un TSA, que un TDAH, c'est pas mieux, c'est pas pire, c'est juste différent, que je me connais pas assez et que j'ai pas forcément des ressources par rapport à plein de profils différents. En sachant que moi, vraiment, j'ai pas fait un parcours, entre guillemets, typique, mais j'ai l'impression que les diags chez les adultes, il n'y a rien de typique là-dedans, parce que bon... Mais retenez bien que des bilans neuropsy, ce n'est pas un diagnostic, qu'en France, et dans beaucoup de pays d'ailleurs dans le monde, la seule personne habilitée à poser un diagnostic, c'est un médecin. Et surtout, dans le cadre de TND, ça ne peut être que
des psychiatres et des neurologues, en sachant que les psychiatres et les neurologues, encore moins les neurologues, sont formés à ces troubles-là. Donc des fois, vous avez des véritables troubles avec des psychiatres qui vont dire que non, c'est pas possible dans votre cas. Et il y a des psychiatres qui vont aussi vous faussement diagnostiquer des TND parce que ils sont pas très compétents et qui vont croire sur parole quelques caractéristiques alors qu'il faut prendre une personne dans sa globalité et traiter déjà les troubles psy pour les stabiliser avant de pouvoir aller vers le terrain des TND. Parce que vraiment, si vous êtes bipolaire et que vous êtes en pleine période de manie, ou même si vous êtes dépressif et que vous êtes au fond du trou, c'est pas la priorité en fait de savoir si vous avez des TND, c'est déjà de remonter un peu l'humeur, d'avoir quelque chose d'assez stable pour ensuite voir s'il n'y a pas d'autre chose derrière. En sachant qu'il n'y a pas forcément des TND quand vous faites une dépression, hein. Vous pouvez être dépressif sans TND. Bref, ouvrons donc ce colis, puisque je méritais de m'acheter des livres après ma consultation d'hier, qui a duré 1h30 quand même. Et de base, je voulais me faire des cadeaux de Noël de mois à mois, en mode je les emballe et tout, et en fait non. Je vais vous expliquer pourquoi. Vraiment, cette joie de réussir à me resservir mon poignet droit, vous imaginez même pas. En plus, ils les ont bien emballés pour pas qu'ils soient abîmés, parce que le nombre de fois où je me suis plaint que la Fnac s'était pas emballée correctement. Pour Noël, j'ai demandé un casque à mes parents et à mon frère, et ça coûte un rein, donc je voulais compléter, mais en fait ils m'ont dit non c'est bon, on te le prend, en plus ça va être utile, donc je vais avoir un casque réducteur de bruit, et en même temps je pourrai écouter la musique, ça va être trop bien, genre vraiment j'ai trop hâte. Et ma mère n'aime pas ne pas me faire de cadeaux surprise pour Noël, donc elle m'a demandé une petite wishlist avec des bouquins dedans, des Lego, des trucs qui me feraient plaisir, et dans le lot j'avais mis ce livre, et hier je l'ai eu au téléphone, elle me dit écoute, il y en a un, je peux te dire que je l'ai pas pris. Donc... j'ai pu me l'acheter. Il s'agit de Palimpseste, pardon. C'est... Oh, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était... Oh. Alors, pardon, je découvre en même temps parce que je n'ai pas vu l'intérieur, étant donné que ce sont les libraires du Phénix qui l'ont recommandé, et je ne savais pas quel type de dessin ça allait être, mais la thématique m'intéressait tellement que je me suis pas forcément attardée sur le design, enfin le graphique, le coup de crayon. Waouh, je sais plus parler. Mais ici, on est sur une personne qui a été adoptée et qui vient de Corée du Sud. Et dernièrement, je me suis intéressée un peu plus au parcours des personnes qui ont été adoptées. Et sachez que, alors, je le savais déjà pour le Vietnam, mais je l'ai appris pour la Corée du Sud au travers de différents témoignages. Il y a eu toute... je sais même pas comment dire, toute une campagne politique, je sais pas m'exprimer vraiment, hein. Mais en gros, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'enfants qui ont été adoptés en Corée du Sud alors qu'ils n'avaient absolument pas été, entre guillemets, abandonnés par leurs parents. Leurs parents n'étaient pas forcément décédés, et parfois leurs parents avaient des difficultés financières, sociales, de santé mentale aussi, et ils mettaient leurs enfants dans des sortes d'institutions. Franchement, je ne peux pas vous dire le nom parce que je suis pas sûre que ce soit... je suis pas sûre que ce soit les mêmes fonctionnements qu'en France, que ce que nous on peut avoir en France. Mais ces enfants n'étaient absolument pas abandonnés, leurs parents avaient toujours les droits parentaux dessus, souvent c'était les mères d'ailleurs, et en fait ils ont été, entre guillemets, mis sur le marché de l'adoption. Je suis la plus maladroite possible, mais je sais pas comment expliquer les choses en sachant que je n'ai pas les termes en coréen en fait. Je n'ai pas été voir le vocabulaire spécifique par rapport à ça, et que je veux pas faire un comparatif avec la France puisque les deux pays, les deux cultures sont assez différentes, mais en gros des enfants étaient mis à l'adoption alors qu'ils n'avaient pas besoin n'avaient pas besoin d'être adoptés quoi. C'était pas des enfants qui n'avaient plus de parents, c'était pas des enfants qui étaient orphelins, c'était pas des parents dont les parents avaient renoncé à leurs droits en fait, mais ils ont quand même été mis à l'adoption. Il y a eu beaucoup d'adoptions illégales en Corée du Sud, et parfois ça concerne même des personnes dans les années 90. Il y a une grosse vague entre les années 90 et je crois début 2000, et c'est scandaleux parce qu'en fait il y a des enfants qui plus tard ont voulu chercher leurs parents biologiques et se sont rendus compte qu'à aucun moment en fait ils avaient été abandonnés. C'est vraiment... Mais ça a été complètement toléré par le gouvernement français, voire presque encouragé, et il n'y a pas forcément de reconnaissance de la part de l'État. En mode on a fait de la merde, donc bon. Bref, je ne sais pas si on va parler de ces thématiques-là dans ce livre-ci, ou si on est entre guillemets que sur une biographie de quelqu'un qui a été adopté en Corée du Sud, mais je suis curieuse d'en apprendre plus, et quand c'est conseillé par les libraires du Phénix, je fais confiance. Et je connais pas la maison d'édition, c'est Comics Initiative. Donc voilà. Et j'ai vu qu'il y avait un petit postface aussi. Donc ouais, on risque d'avoir pas mal d'éléments, donc je vais le lire, et je vais le lire ce week-end, parce que j'avais trop envie de lire des livres maintenant. C'est aussi pour ça que j'en ai commandé, je voulais pas m'acheter des livres, des romans, en sachant que j'en ai déjà sur ma liseuse, que je suis sur 2 lectures en cours. J'ai avancé encore un peu post-romantique, j'en suis arrivée à 44% je crois. Donc j'avance doucement, mais franchement avec hier et mon rendez-vous,
j'avais pas du tout la tête à ça, disons-le clairement. Mais bref, là je voulais vraiment des graphiques, des livres que je pourrais lire tout de suite. Et donc j'ai pris aussi... Il s'agit d'un monde merveilleux de James Norbury, qui a écrit aussi Grand Panda et Petit Dragon, et Le Voyage de Grand Panda et Petit Dragon. Et là, on est encore sur Grand Panda et Petit Dragon. Mais c'est une autre histoire, et c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais on dirait un peu un conte philosophique d'inspiration bouddhiste. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais on suit un panda et un dragon qui de base vivaient leur petite vie tranquille, et c'est plein de petites leçons de vie, et je trouve que l'inspiration est un petit peu tournée vers le bouddhisme. Alors c'est peut-être parce que c'est un panda et du coup j'ai tendance à l'associer à l'Asie, j'en sais rien, mais c'est des petites leçons de vie en disant qu'il faut se contenter de ce qu'on a et qu'on doit aspirer au bonheur mais sans forcément empiéter sur la vie des autres, et c'est une philosophie, une façon de vivre, une spiritualité, je ne sais pas comment dire, à laquelle j'adhère. Donc bref, c'est vraiment trop joli ces illustrations. Il coûte cher, alors vous allez me dire oui et non. Il coûte 20 € et il n'y a pas beaucoup de texte, mais les illustrations sont tellement belles. Et il y en a deux autres que je voulais avoir, c'est le chat qui apprenait la sagesse et surtout suivre la lune. Sauf que là, je suis trop attachée à Grand Panda et Petit Dragon pour ne pas avoir cette, entre guillemets, suite. Puisque si techniquement les tomes se suivent, mais si vous les lisez pas dans l'ordre, c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup le dessin de James Norbury, et voilà, je voulais continuer cette petite saga toute mignonne. Et je sais pas si c'est à destination des enfants. Et le dernier que je me suis pris, c'est Vivre la Corée de So Kim, parce que Alice de The Garden in My Mind, je peux toujours autant à chaque fois que je dois dire son pseudo, et j'ai rien pour l'ouvrir. À chaque fois elle le recommande et elle dit que c'est une bonne introduction à la Corée et à ce qui se passe en Corée du Sud. Je connais beaucoup de choses sur la Corée, mais je connais des choses très précises sur des pans de l'histoire, et je connais pas forcément la culture actuelle. Si, en partie, mais je connais plus des faits de société que véritablement la culture dans son ensemble. Enfin, je sais pas. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir d'autres petites choses comme ça à droite à gauche que je connais pas forcément, parce que je me suis intéressée à des sujets de géopolitique assez tôt, puis après à des questions de société et de loi et de... Bref, je suis un peu partie dans tous les sens avec la Corée du Sud, mais j'ai jamais trop fait les basiques, j'ai l'impression. Parce que vraiment, je suis partie directement sur ok, qu'est-ce qui s'est passé après? Déjà, l'histoire avec les 3 royaumes, la dynastie Joseon. Après, je suis partie sur ok, la colonisation japonaise et qu'est-ce qui s'est passé entre deux guerres. Je me suis passionnée pour Jeju, et je crois que j'ai raté pas mal de choses en termes de culture un peu random. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais bref, je voulais le lire. Je voulais suivre les avis d'Alice parce qu'elle m'influence beaucoup, et que elle, c'est par ce livre-là qu'elle avait commencé, donc je vais voir. Ça se trouve, j'apprendrai pas grand-chose, mais je trouve toujours ça intéressant d'avoir d'autres points de vue sur la Corée et d'avoir une vulgarisation, donc voilà. Et il y a un autre livre aussi que je veux, mais il coûte cher. Je n'avais plus de place sur ma caméra, donc je sais plus exactement ce que je vous disais, mais oui, il y avait un 4e livre que j'ai hésité à m'acheter, mais je crois qu'il coûte 35 €. Et c'est essentiellement de la nourriture, donc des recettes. Mais c'est classé par région de Corée. Genre si vous allez un peu plus au nord, vous allez plutôt avoir telle ou telle spécialité. Et ça avait l'air d'être cool, sauf que je l'ai pas vu le livre, je l'ai pas feuilleté. Et autant celui-ci c'est une recommandation et il coûte 25 €, ce qui est quand même un prix, on est d'accord. Et franchement, je mes chaque cadeau, je l'aurais sûrement pas acheté, ou pas tout de suite, ou chercher en occasion, ou que sais-je. Mais bref, je vais attendre d'aller à Cultura ou à la Fnac un de ces jours pour feuilleter l'autre livre qui me faisait envie. Je vous mets la couverture à l'écran. J'ai vu que l'autrice était présente à la librairie Le Phénix tout bientôt, ou a été présente, je ne sais plus. Mais j'ai vu l'information passer, donc je me dis que quand les autoristes viennent à la librairie Le Phénix, c'est quand même source sûre. Mais si c'est juste un livre de recettes, j'ai déjà quelques livres de recettes coréennes, en sachant que comme je suis végétarienne, il y a plein de choses que j'adapte, et j'ai d'ailleurs reçu, je crois il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais plus, un livre de recettes coréennes vegan. Donc en plus de ça, déjà adapté. Donc bref, voilà. Donc je vais attendre d'aller le voir sur place et de voir si il y a beaucoup d'éléments, parce que j'ai vu qu'il y avait des pages, notamment sur les Zenyo. Si vous ne le savez pas, ce sont des plongeuses qu'on retrouve notamment à Jeju, mais pas que. Donc ouais, je sais pas s'il y a beaucoup de pages annexes qui soient plutôt sur le côté culturel et sur des petits pans de la société plutôt que des livres de recettes. Et je le verrai quand j'aurai été en boutique, mais ce n'est pas encore le cas.
Mais bref, je vais aller trouver un cutter histoire d'ouvrir ce livre. Je vais aussi aller me doucher, m'occuper de ses cheveux, de cette tête, j'hésite à me faire un masque, un truc, quoi que ce soit. Et je vais continuer de lire mes bouquins féministes. Et en fait j'ai plein de recommandations maintenant dans ce genre-là. Et c'est trop bien. Mais voilà, je risque de vous saouler encore un peu plus au cours de ce vlog. Je pense que je vais attendre de lire mes 2 bouquins en e-book. Et aussi mes petits graphiques, en sachant que j'en avais d'autres que j'avais sortis que je voulais lire. Donc là, avec 5 livres, j'ai de quoi me faire un bon après-midi graphique. Sauf que là, il est déjà un peu tard, je crois. Mais bref, je vais aller faire tout ça et on se retrouvera quand j'aurai lu et que j'aurai de quoi vous partager mes avis. Parce que bon, je vous ai beaucoup raconté ma vie et dans mon dernier vlog, on m'a dit oui, Pauline, on aime bien quand tu parles. Ouais, non, mais en fait, il faut aussi que j'apprenne à arrêter de parler autant. Faut aussi que j'apprenne à fermer ma bouche et à me concentrer un peu plus sur la lecture. Mais j'ai regardé plein de trucs et j'avais envie de vous faire un update. Et un petit peu trop peut-être. D'ailleurs j'ai aussi presque fini de regarder le documentaire sur P. Diddy, qui est notamment produit, je crois, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus si c'est produit ou réalisé, mais il me semble que c'est produit par 50 Cent. Mais j'ai rien appris de nouveau parce que je savais déjà des choses, notamment avec la guerre entre le West Side et l'East Side dans les années 90 au niveau du rap aux États-Unis. Je connaissais déjà ça, donc j'avais déjà une partie de l'histoire de P. Diddy, avec justement tout ce qui s'est passé avec les accusations des femmes et de proxénétisme et d'esclavage sexuel, etc. Je connaissais déjà, j'avais déjà suivi des choses par rapport au procès. Et voilà, j'ai pas appris, j'apprends pas de nouvelles choses, c'est un autre point de vue, il y a des images exclusives, mais écoutez, j'avais déjà des ressources par rapport à ça, j'ai jamais forcément aimé le personnage. Et en soi, il n'y a pas forcément... En fait, c'est peut-être ça qui est appréciable, c'est que c'est sur Netflix, et que s'il n'y a pas de justice judiciaire parce que les lois sont mal faites et qu'il y a eu des arrangements à l'amiable, eh bien au moins il y a une justice sociale, et j'espère qu'on n'entendra plus jamais parler de lui, si ce n'est pour nous dire un jour, bah il est décédé, et au moins le monde est débarrassé d'un prédateur, quoi. Je vous retrouve, on est jeudi matin, je dois partir dans un quart d'heure, donc je vais me dépêcher de faire mon petit avis lecture, étant donné qu'après il faut que je monte cette vidéo également. Mais hier, j'ai un peu carburé pour finir mes lectures. Il me restait une vingtaine de pourcents pour les 2 livres dont je vous avais présenté. Et après, je suis partie sur une autre lecture, mais ça fera l'objet d'un prochain vlog. Je ne sais pas quand est-ce que je tournerai, en sachant que là, j'ai fait ça sur 10 jours et c'était pas plus mal de faire ça. En sachant que j'ai essayé d'alterner vidéo, facecam et vlog, et voilà. Hier après-midi, j'ai commencé Palimpseste. Et je l'ai pas encore terminé parce que après j'ai été préparée à manger et j'étais plus du tout dans le mood de lire des trucs tristes et révoltants. Mais je pense que je vous en parlerai dans un prochain vlog, mais j'aime beaucoup et je pense qu'il aurait pu faire partie de ma sélection de mes livres préférés. Peut-être pas un coup de cœur, mais je trouve ça tellement important que je sais qu'il va me marquer et bien évidemment que je vais le garder. Mais trop bien. Pour parler d'adoption, là on parle d'adoption en Corée du Sud qui ont lieu dans les années 70-80, mais je sais que ces mouvements-là d'adoption internationale illégale, voilà, c'était complètement contre les droits des enfants. Des parents n'abandonnaient même pas leurs gamins et ils étaient quand même mis à l'adoption. Beaucoup d'associations et beaucoup d'adoptés parlent de ces thématiques-là, mais on donne la voix qu'aux personnes adoptantes. Donc voilà. Je trouve que c'est l'occasion de s'informer un peu plus sur les adoptions internationales et tous ces organismes agréés par l'État, hein, parfois, qui ont vraiment fait des choses abominables pour les enfants. Et derrière, même les adoptés qui cherchent à retrouver leurs parents ne peuvent pas. Vraiment, là, il disait pour la Corée du Sud, il n'y a que 3% des personnes qui ont réussi à retrouver leurs parents biologiques. C'est infime. Et quand on voit le parcours de cette femme qui est suédoise, et tout l'enfer qui a été sa vie, malgré son amour pour ses adoptants, hein, ça n'a rien à voir, hein. Mais quand on recherche à savoir qui on est et on vous met des bâtons dans les roues, on vous ment sciemment. Voilà. Mais bref, je vous en parlerai plus longuement dans un prochain vlog. J'ai aussi fini de lire Post-romantique, qui est une lecture qui m'a beaucoup travaillé, qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui a été assez éprouvante pour moi. J'ai adoré la première partie parce que on parle vraiment du fait d'être célibataire, de comment est-ce que la société projette des choses sur nous, et après ça s'étend à beaucoup de choses dont l'amitié, et je vous avoue que toute la partie amitié m'a trigger parce que c'est une valeur qui m'est hyper chère, sauf que ma conception de l'amitié, elle est pas forcément partagée par les gens autour de moi. Et c'est compliqué, en sachant que quand j'en parlais avec ma neuropsychologue, parce qu'en diagnostic de l'autisme, il y a aussi la notion d'avoir des amis, de se faire des amis, et de les garder dans le temps. Il y avait plein de notions qui revenaient et qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses par rapport à moi, et qui est même pas un comportement toxique ou quoi, c'est propre à l'autisme.
Et en fait, je me dis, mais tous les efforts que je fais pour maintenir des liens, du moment où j'arrête de maintenir ça, les gens ne font pas plus d'efforts. Et dans ce livre, on parle notamment de tout ça et du fait que faut entretenir une relation même quand elle est amicale. Et c'est quelque chose qui se perd. Et du coup, j'étais bon, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Et c'est pas forcément ce que veulent des gens, ou ils ont d'autres façons de penser l'amitié dans un truc très patriarcal et très carré de ton mari ou ton conjoint doit être l'essence même de ta vie et les amis ça vient après. Et l'autrice parle de tout ça, j'étais en mode en fait, c'est à cause de la société et de tous les cadres et de tous ces trucs très carrés qu'on a mis en place que la famille, ça inclut forcément un lien biologique, un lien vraiment filial et génétique. Les amis, ça doit être les personnes qui sont un peu là, en arrière-plan, etc. Et le couple est hyper important et c'est pas ma notion de la vie, en fait, depuis toujours ou presque. Donc c'est vrai que de voir ça et d'avoir une autrice qui est aromantique et asexuelle, je le précise ici, même si c'est pas forcément la chose la plus importante en termes de lien amical, parce que ça joue, mais ça ne fait pas que ça, en sachant qu'elle est aussi très proche de sa sœur, donc voilà. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui fait partie de la communauté queer, ça nous rappelle que, en fait, en tant que personne queer, pendant des années, et encore maintenant, on est bien d'accord, mais pendant des années, on n'avait pas le droit d'appartenir à un schéma classique où nous, le mariage nous était interdit, on avait encore plein de choses dont on n'a pas le droit, deux hommes ensemble ne peuvent pas avoir accès à la GPA, c'est partout pareil, jamais ça passe en France un jour le texte de loi, vous pouvez être sûr que les hommes homosexuels auront moins de chances que des hétéros, parce que c'est déjà le cas pour plein de choses où on a déjà des cas concrets où on n'est pas sur les mêmes égalités, c'est genre oui techniquement on a le droit mais bon dans les faits c'est pas trop ça. Donc ouais il y a plein de choses comme ça où la communauté queer a dû s'adapter au système qui ne voulait pas d'elle. Du coup on a créé nos propres codes et c'est vrai que je suis en lien avec des personnes de la communauté queer depuis très longtemps et quand moi-même je me suis posé des questions en me disant mais où est-ce que j'en suis? Et je me pose toujours des questions, notamment à propos de la sexualité. Et du coup, il y a plein de choses, c'est en mode, ok, en fait, cette communauté-là que j'adore et les personnes que j'ai toujours côtoyées, on a fait notre propre cocon et on a façonné les choses différemment. Et c'est un truc purement sociétal. C'est en fait, on l'a pas fait parce que c'est des choses qui nous tenaient à cœur, c'est juste qu'on n'avait pas le droit d'avoir un schéma classique. Et après, on a réinventé un peu les choses. Et là, l'autrice parle de réinventer les choses, de ne plus se standardiser à ce qui existe, mais inventer tous les champs des possibles. Et pourquoi ce serait pas bien que deux femmes hétéros puissent cohabiter ensemble pour élever leurs gosses. Enfin, qui a dit qu'on pouvait pas? Et c'est plein de choses comme ça où, en fait, on arrête de penser comme nos grands-parents, en fait, qu'on arrête de penser comme la société patriarcale dans laquelle on vit et de se dire, ok, est-ce que le couple, c'est forcément la chose la plus importante de votre vie? Est-ce qu'en tant que femme, vous êtes obligée d'être avec un homme et de dépendre de lui et de vivre avec lui et de tout faire avec lui et de... Est-ce qu'on est obligé? Et en fait, c'est plein de questions comme ça sur plein de thèmes différents qui concernent tout ce qui inclut la romance, mais enfin tout ce qui inclut de l'amour en fait, et pas forcément au sens romantique de la chose. D'ailleurs, elle rappelle des faits historiques concernant l'aspect romantique des choses, en disant que ça n'a pas toujours existé, et que c'est quelque chose d'assez récent, et que les mœurs sont évoluées, elles vont continuer d'évoluer, et on va arriver sur d'autres schémas, parce que il y a, je sais pas, 50 ans de ça, 70 ans de ça, on n'imaginait pas que le divorce serait aussi répandu et qu'on pourrait avoir des familles recomposées, et maintenant c'est entre guillemets la norme d'avoir une famille recomposée, et il y a des droits, il y a des choses qui ont été organisées par rapport à ça, et il y a plein de choses qui vont continuer d'évoluer parce que les choses changent, parce que les gens changent, et à un moment donné il faut aussi faire des lois, et des lois qui correspondent en fait à ces changements-là. Donc voilà, c'était hyper intéressant, hyper instructif. C'est la première fois je crois qu'un essai me fait autant réfléchir et autant... Vraiment, à des moments, j'étais trigger, parce que ça me rappelait des situations, des choses de la vie où je me dis, mais je veux ça, mais je ne peux pas avoir ça, donc ça me rajoute une couche. Et c'était genre, j'ai juste envie de pleurer. Mais c'était un super bouquin, je l'ai vraiment adoré, il était essentiel, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup process, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à le lire. Je crois pas qu'il soit spécialement gros. Mais c'est vrai que c'était dense en tant que bouquin, et il y a plein de témoignages aussi de personnes qui ont un peu réinventé l'amour et réinventé le couple et réinventé la notion de famille, des cohabitations entre amis, des cohabitations entre, de la coparentalité avec tout ce que ça inclut, des personnes queer dans le lot, mais comme des personnes hétéros quoi. Et plein de choses comme ça, et c'était hyper intéressant.
Et c'est pas forcément des schémas familiales dans lesquels je me reconnais et dans lesquels je me projette, notamment tout l'aspect enfant, bah c'est pas un désir que j'ai, donc voilà. Mais c'était hyper intéressant de voir que y a pas qu'un seul type de famille qui existe, et que si on ouvre un petit peu ses chakras et qu'on s'ouvre un petit peu au monde, bah en fait ces familles existent déjà, faudrait juste les reconnaître et arrêter de les pointer du doigt, parce qu'en fait ces gens n'ont rien à foutre de votre avis, quoi. Il y a aussi ça. Mais voilà, c'était vraiment trop bien. Je l'ai vraiment adoré et je vous le recommande parce que vraiment pépitas pour se questionner sur toute la société. Parce que, ok, on part du côté romantique, mais en fait, c'est toute la construction de la société qui est à revoir, ou en tout cas notre façon de voir la société qui est à revoir, et tous les jugements qu'on peut avoir. C'est pas quelque chose que j'ai instinctivement de juger quelqu'un, ou alors je vais me dire, oh, ça change, genre vraiment c'est genre, oh, ça change du cadre, c'est un peu bizarre. Oui, mais la personne elle est heureuse, elle se sent bien, oui, alors quel est le problème? En sachant qu'on parle vraiment de choses où on est auprès d'adultes consentants et que voilà, et il n'y a pas de danger pour les enfants, etc. Mais ouais, c'était vraiment trop bien. Ensuite, j'ai aussi terminé hier soir le Lys du ciel. Je pensais qu'il me restait plus Enfin, il me restait une vingtaine de pourcents à lire, mais en fait, ça représentait que 7% de l'histoire, parce qu'après, il y a les inspirations de l'autrice où elle explique un petit peu comment elle en est venue à écrire cette histoire, et après, elle l'a réécrite, cette histoire. C'est-à-dire que la première fois qu'elle est sortie, c'était en 99, et la deuxième fois, je crois que c'était en 2005. Si je dis pas de bêtises, j'ai un petit doute là-dessus. Et elle a réécrit, elle a remodifié des choses justement pour faire encore plus d'inclusion, pour parler encore plus d'écologie et de toutes les mœurs qui avaient changé, et pour vraiment mettre à l'honneur, en fait, pour vraiment être d'actualité en disant ok, le bouquin était déjà bien à l'époque, en sachant que c'est un bouquin jeunesse, mais il faut le réactualiser parce que ça correspond plus aux normes et aux mœurs d'aujourd'hui. Et l'intelligence de l'autrice de faire ça, je trouve ça incroyable. Et du coup, il y a 2 post-faces par rapport à ça. Et c'était vraiment un bouquin qui... Je vois... En fait, maintenant que je sais qu'il a été écrit en 99 pour la première fois, en sachant que nous, la traduction ne correspond pas à celle de 99, mais à sa deuxième parution, je vois ô combien il était innovant pour l'époque, parce que une mère de famille qui se sépare de son mari et qui décide d'aller à la campagne pour reprendre son métier d'infirmière dans un dispensaire et qui va dépendre d'aucun homme... franchement, si elle a gardé ce même principe en 99, je me dis c'était fou. Parce que la Corée est assez en retard par rapport à ça, et enfin l'Asie de manière générale, femmes divorcées, non. Enfin, vous divorcez pas comme ça, les torts sont toujours mis sur la femme et c'est pas accepté. Et encore plus s'il y a des enfants qui sont impliqués, en sachant que les femmes sont celles qui éduquent les enfants en Corée très majoritairement, bien pire, bien plus qu'en France, quoi. Et c'est vrai que de voir ce schéma-là, c'était genre waouh. Et je pensais qu'on allait être sur ce côté d'enfant qui est pas contente d'aller vivre à la campagne et qu'on va la voir ruminer, etc. En sachant qu'elle avait un amour inconditionnel pour son père. Elle en veut beaucoup à sa mère qu'elle sépare en fait de toutes ses racines, en disant mais en fait tu me quittes, tu me fais partir de Séoul pour m'emmener dans la pampa pour toi vivre ta meilleure vie, et papa le pauvre. Alors que non, vraiment c'est dit, c'est juste que l'enfant ne l'entend pas. Miele, je crois qu'elle s'appelle comme ça, elle l'entend pas. En fait, son père qui a fait de la merde, et c'est pour ça que sa mère à un moment donné elle a voulu partir, et son père va d'ailleurs refaire sa vie très rapidement, là où sa mère va s'épanouir en tant que femme, en tant que travailleuse aussi. Holden vient vous dire bonjour. Donc c'est vrai que c'était innovant par rapport à ça, mais je m'attendais à avoir vraiment ce focus sur Mire, sur comment est-ce qu'elle évolue. Et en fait, on a le point de vue de Mire quelque part. Alors c'est tout écrit à la 3e personne, mais c'est très focus sur Mire. Après, on part sur... Je ne sais plus le nom de la jeune fille, mais on part sur une autre jeune fille qui fait partie de sa classe et qui est aux alentours, qui est dans le village. Et après, on part sur un petit garçon qui est atteint de mutisme sélectif. Et cette question-là n'est pas plus abordée que ça. C'est plus, ok, il a un trauma par rapport à sa mère, il parle à quelques personnes, mais c'est compliqué pour lui de faire confiance et d'aller vers les autres. Et en fait, tout du long du bouquin, c'est un non-sujet quelque part, en tout cas, c'est pas une thématique qui est plus abordée que ça, et on voit pas forcément des méga évolutions par rapport à lui, et j'étais là, ah. Par contre, à la fin du livre, on nous apprend qu'il y aurait une sorte d'aventure qui continuerait pour les personnages. Donc c'est peut-être ça, en fait, mon reproche de ce livre, c'est que j'en aurais voulu plus, mais si c'est considéré comme une sorte de premier tome ou plein de petits tomes compagnons, on pourrait suivre encore les aventures de ses enfants, bah ça s'explique. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'on soit très focus, et d'ailleurs le résumé est très focus, la 4e de couverture est très focus sur Mire, sur sa situation familiale, et on la voit évoluer, mais en fait on voit 3 enfants et leurs parents, ou en tout cas leur soutien familial à côté, qui évoluent à la campagne sur un temps assez long d'une bonne année, quoi. Et je pensais pas que ça allait être aussi long dans le temps. Et en même temps, c'est court parce que c'est un roman jeunesse. Donc c'est vrai que ça m'a un peu désarçonné. Je ne sais pas quoi penser de ce livre. Je peux pas vous dire que je l'ai adoré ou je l'ai détesté. C'est juste, voilà, je l'ai lu, je l'ai trouvé sympa.
mais je pense que j'attendais sûrement plus. Et pour autant, il y a des dénonciations et on voit le côté... Et je pense que c'est ça mon problème, hein. Vraiment, c'est ce que je disais déjà plus tôt dans la vidéo, c'est que j'ai tellement l'habitude de lire des livres adultes et les livres coréens que je lis, ils sont féministes, ils sont sociétaux, ils sont dénonciateurs. Donc c'est vrai que de passer de ça à ok, la situation est un peu entre guillemets hors norme pour la Corée, mais ça reste un roman de jeunesse et on va pas aborder plein de choses. À un moment donné, il y a un accouchement en urgence qui est fait et j'étais en mode oh là là, comment est-ce qu'elle va gérer ça, c'est ça. Oui, mais en fait, c'est pas le sujet, Pauline. Donc c'est vrai que j'ai trop tendance à regarder avec des yeux d'adulte et du coup à dire ah oui, mais il y a ça qui aurait pu être. Oui, mais en fait, c'est adressé aux enfants, à des jeunes de moins de 12 ans. Et en fait, pour des jeunes de moins de 12 ans, ils vont adorer et en même temps, c'est innovant. Donc il y a le côté de oh, c'est trop bien, vous suivez une bande de copains et comment est-ce qu'ils deviennent amis et comment est-ce qu'ils s'aiment pas trop au début et un petit peu tous les biais qu'ils ont, etc. Mais en même temps, la situation familiale est assez innovante et vraiment pour la Corée, je le rappelle, c'est genre waouh. Et ça montre un autre schéma familial qui est possible et qui est acceptable et qui est complètement accepté même. On a du coup une mère qui est divorcée et sa fille qui arrive à la campagne. On a un père qui est veuf, qui élève seul son fils et qui travaille comme un fou pour ça. On a une jeune fille qui vit avec sa grand-mère parce que ses parents sont partis et qu'il y a personne d'autre pour s'occuper d'elle. Et c'est quelque chose qui arrive beaucoup en Corée, que ce soit les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants, surtout en cas d'abandon ou de décès des parents. Du coup, c'était 3 schémas familiales qui sont complètement validés et il n'y a pas de dénonciation par rapport à ça, même s'il y a des explications et il y a des nuances et il y a des choses à porter, hein. Une personne âgée peut pas s'occuper... Enfin, il y a quand même une durée de vie qui est limitée par rapport à un parent, techniquement parlant. Du coup, il y a plein de projections de sa grand-mère qui, en plus de ça, est malade. Et c'était intéressant de voir ô combien la jeune fille évolue plus vite et grandit plus vite que les 2 autres. Alors que aussi, on leur a l'autre problème, mais elle a très vite été conditionnée à ça en connaissant pas ses parents et en devant vivre toute sa vie avec sa grand-mère et à chaque fois elle s'inquiète de dire bah, qu'est-ce que je vais faire quand elle va mourir quoi. Et en même temps elle a pas envie qu'elle meure parce qu'elle est attachée à sa grand-mère. Donc ouais, il y a plein de choses, c'était hyper intéressant, mais je pense que j'ai trop un regard d'adulte sur ce genre d'histoire et ça m'énerve moi-même. Donc j'ai pas pu l'apprécier, je pense, à sa juste valeur. Et aussi, je pensais qu'on serait focalisé uniquement sur notre personnage principal, alors qu'en fait, il y a 3 personnages principaux. Et c'était pas forcément expliqué comme ça dans le résumé, c'était plus genre, oh, la jeune fille qui débarque et qui va se faire des amis. Alors que non, on prend leur point de vue, écrit à la 3e personne, mais on prend leur point de vue dans les autres parties de l'histoire. Donc voilà, je suis assez mitigée sur cette lecture, mais c'est vraiment mon problème. Ma faute de regard d'adulte qui arrive plus à adopter mon regard plus enfantin que j'avais il y a quelques années. Donc voilà, j'ai fini une petite boucle, j'ai terminé les livres que j'avais commencé au cours de cette vidéo, donc je suis contente. Je me suis acheté un livre en e-book, je suis repartie sur une romance de Noël. Il y en avait une autre qui me donnait envie, mais je me suis dit non, là je veux un truc vraiment très niais et très machin, on va être sur un Père Noël, sur magie de Noël, etc. Il y a un enfant dans l'eau, mais je me suis dit vas-y, ferme les yeux, essaye de te projeter, et je verrai ce que ça va donner. J'ai vu qu'il était un peu long, en sachant que je l'ai vu, je crois, fin septembre en magasin. Je le voyais à Cultura, j'étais là, non, mais j'attends, machin. Et ça me faisait chier de payer 8 € pour un e-book en sachant que le livre papier coûte le même prix. Mais là, j'ai craqué, j'en pouvais plus, j'avais trop envie de le lire, donc voilà. Mais ce sera... mais ça fera l'objet d'un prochain vlog, ou pas, parce que vraiment je sais pas du tout si je refais un vlog derrière, ou si vous allez y avoir encore un vlog très déstructuré, parce que là encore j'ai essayé d'avoir plus ou moins une ligne de conduite en sachant que je faisais le montage petit à petit pour pas oublier les choses que je disais, mais j'ai peur qu'à l'avenir je vienne juste pour faire des avis lecture et soit plein de petits avis lecture, mais comme ça à droite à gauche, et je sais pas si ça fera quelque chose de cohérent, donc... on verra, mais en ce moment j'ai pas forcément envie de parler... Alors ça peut paraître paradoxal parce qu'en début de vlog j'ai eu un gros blabla sur ma vie, mais là, à l'heure où je me situe, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails de ma vie où il y a plein de choses qui me... d'un point de vue notamment politique, du coup j'ai pas forcément envie de l'exposer, c'est genre juste la colère intériorisée, donc voilà. Je ne sais pas si j'aurais envie de partager des petits moments de vie en sachant qu'il va y avoir les fêtes et que c'est pas forcément la meilleure période pour moi, donc voilà. Bref, Holden et moi espérons que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!